En 5 jours, la tension change de nature et de vitesse. 100 millions de francs CFA et 40 tentatives d'assassinat composent un paradoxe glaçant, tandis qu'un silence diplomatique transforme une demande d'extradition en crise régionale, avec Paris en arrière-plan et Lomé immobile. Que signifie, pour les civils comme pour les soldats, cette attente qui place Ibrahim Traoré entre colère nationale et calcul stratégique? Au Sahel, le calme devient un langage dangereux. Ce récit ne promet ni révélation spectaculaire, ni verdict rapide. Il propose autre chose. Comprendre comment une crise apparemment figée redessine les rapports de force, minute après minute, entre souveraineté nationale, pressions extérieures et attentes populaires au Burkina Faso et au-delà. L'enjeu est clair, saisir ce qui se joue lorsque la diplomatie devient une épreuve d'endurance, où chaque silence pèse autant qu'une décision publique. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas seulement d'obtenir une extradition, mais d'éviter qu'une affaire judiciaire ne serve de déclencheur à une reconfiguration sécuritaire régionale. Pour les citoyens, l'attente touche au quotidien: sécurité, économie, dignité collective. Pour les États voisins, elle teste la solidité des alliances et la peur d'un engrenage incontrôlé. Ce qui suit vise à démêler cette mécanique, à identifier les leviers visibles et ceux qui restent dissimulés, afin de comprendre pourquoi cette crise dépasse largement un nom et un dossier précis. Car derrière l'immobilité apparente, quelque chose avance déjà. 3 chiffres suffisent à faire basculer la lecture du dossier. 40 tentatives d'assassinat recensées, 19 officiers ciblés en une seule nuit et 100 millions de francs CFA à tracer dans des transferts liés au complot. Ces données, issues des services de contre-espionnage burkinabés, transforment une affaire d'extradition en architecture de déstabilisation régionale. Dès lors, l'enjeu n'est plus seulement judiciaire, il devient stratégique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef sous pression que comme le nœud d'un rapport de force élargi. Après l'échec sanglant du dernier complot, les autorités de Ouagadougou estiment avoir identifié une chaîne continue: anciens officiers en exil, relais financiers, cellules dormantes, puis un point de fixation géographique hors du territoire national. La demande d'extradition adressée à Lomé n'est donc pas un geste isolé, mais l'aboutissement visible d'un travail de renseignement mené sur plusieurs mois. Le silence du Togo, dans ce contexte, cesse d'être neutre. Chaque jour sans réponse est interprété comme une temporisation calculée, coincée entre prudence diplomatique et considération sécuritaire. En arrière-plan, la France invoque ses accords de défense régionale, rappelant qu'une intervention non autorisée sur le sol togolais serait perçue comme hostile. Ce simple rappel suffit à internationaliser la crise. Pour Ouagadougou, la difficulté est double. D'un côté, l'accumulation de preuves alimente une pression interne forte, notamment au sein de l'armée et de la jeunesse, qui réclament une réponse ferme. De l'autre, toute action précipitée risquerait de fournir le prétexte attendu pour une requalification du conflit en dossier sécuritaire international. Ibrahim Traoré se retrouve ainsi contraint de maintenir la tension sans la faire exploser. Ce mini-révélateur éclaire le reste du récit. La crise ne progresse pas par déclarations tonitruantes, mais par silence successifs, chiffres froids et messages indirects. C'est dans cet espace gris entre preuves et attentes que se joue l'essentiel de la confrontation actuelle au Sahel. Dans cette séquence tendue, un personnage sert de boussole pour lire les premiers effets concrets de la crise. Il ne s'agit pas d'un diplomate ni d'un chef d'État étranger, mais d'un officier burkinabé chargé de compiler nuit après nuit les rapports issus du contre-espionnage.
À travers ces notes, la crise quitte le registre abstrait pour entrer dans le quotidien des institutions. Les chiffres ne sont plus des symboles, ils deviennent des consignes, des listes de noms, des niveaux d'alerte. Autour de lui, l'impact est immédiat. Les officiers figurant sur la liste du complot sont placés sous protection renforcée. Les protocoles de communication changent, ralentissant certaines décisions mais sécurisant les chaînes de commandement. Cette réorganisation interne, peu visible à l'extérieur, est l'un des premiers effets mesurables de l'affaire. Elle traduit une priorité: éviter qu'un choc politique ne se transforme en paralysie opérationnelle. Dans les casernes, l'ambiance évolue aussi. Les exercices se poursuivent, mais les briefings s'allongent. On y parle moins de manœuvres et davantage de retenue. L'idée s'impose que la victoire, à ce stade, n'est pas territoriale mais narrative. Ne pas offrir d'erreur interprétable comme une provocation. Cette ligne est perçue comme venant du sommet associé au style de commandement d'Ibrahim Traoré, souvent décrit comme attentif aux signaux faibles autant qu'aux rapports formels. Chez les civils, l'impact précoce est plus diffus. Les marchés continuent d'ouvrir, mais les conversations changent de ton. La peur d'un retour à l'instabilité se mêle à une forme de fierté contenue, alimentée par l'idée que le pays tient bon sans céder à l'escalade. Ces effets, encore limités, annoncent pourtant une chose: la crise a déjà commencé à remodeler les comportements avant même toute décision officielle. Ce qui compte ici, c'est que le conflit agit avant même d'exploser. Avant, l'affaire semblait close. Désormais, chaque heure devient un signal. Avant l'échec du complot, les autorités burkinabées pensaient avoir désorganisé les réseaux hostiles. Les arrestations successives, la sécurisation renforcée et l'apparente dispersion des anciens officiers en exil donnaient l'impression d'un répit fragile mais réel. Dans ce contexte, la priorité était interne: consolider, réparer, éviter une nouvelle fracture au sommet de l'armée. Puis un détail mineur fait basculer la trajectoire. L'activation survient avec l'interception de messages reliant des officiers réfugiés au Togo à une cellule dormante à Ouagadougou. Ce n'est pas le volume des échanges qui alerte, mais leur cohérence. Les itinéraires financiers convergent, les dates se recoupent et une somme revient de manière insistante: 100 millions de francs CFA. À ce stade, l'enquête change d'échelle. Ce n'est plus une fuite individuelle, mais une structure régionale. C'est alors qu'Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint, signe que le dossier quitte le champ technique pour entrer dans le politique. Le point de tension est atteint lorsque Ouagadougou exige publiquement l'extradition de Paul-Henri Damiba. Ce choix marque un tournant. En rendant la demande visible, le Burkina Faso révèle implicitement l'existence d'une opération de contre-espionnage menée depuis des mois. Le geste est double: juridique en apparence, stratégique en profondeur. À Lomé, la réponse ne vient pas. Le silence s'installe, lourd, calculé, et chaque heure sans communiquer renforce la suspicion d'un jeu d'attente. La réaction extérieure accélère la crise. La France invoque ses accords de défense régionale et avertit qu'une incursion non autorisée sur le sol togolais serait considérée comme hostile. Une phrase suffit à transformer une affaire bilatérale en enjeu international. Les chancelleries régionales comprennent qu'un faux pas pourrait rallumer un brasier ancien. À Ouagadougou, les cartes sont étalées: options militaires limitées, pression diplomatique, gestion de l'opinion publique. Les répliques ne sont pas militaires, mais sociales et symboliques. Sur les réseaux, des messages de soutien affluent. Dans les casernes, l'attente se fait plus dense. À la radio nationale, les mots choisis insistent payant sur la patience et la dignité. Ibrahim Traoré opte pour une montée en tension contrôlée: maintenir la pression sans déclencher l'irréversible.
La séquence s'achève sur une certitude provisoire. La crise n'est plus contenue dans un dossier, elle est entrée dans le temps long, là où chaque décision retardée devient un acte politique en soi. Au départ, il n'y avait qu'un soupçon diffus. Désormais, trois indicateurs chiffrés redéfinissent l'ampleur de la crise et déplacent le débat du registre politique vers celui de la preuve structurée. La bascule est nette, ce qui relevait d'une inquiétude sécuritaire interne devient un dossier documenté, mobilisable dans l'arène diplomatique. Un premier indicateur apparaît: 40 tentatives d'assassinat recensées contre le chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir. Pris isolément, ce chiffre pourrait sembler relever de la rhétorique politique. Placé dans une série temporelle courte, il indique autre chose: une persistance organisée incompatible avec l'hypothèse d'action spontanée ou désordonnée. La répétition révèle une intention durable. Elle transforme la question de la sécurité personnelle d'Ibrahim Traoré en symptôme d'une contestation structurelle de la nouvelle trajectoire souverainiste du Burkina Faso. Un second indicateur s'impose: 19 officiers ciblés simultanément lors du dernier complot déjoué. Ce nombre n'est pas seulement élevé, il est stratégiquement parlant. Neutraliser en une seule nuit un groupe aussi large aurait eu pour effet immédiat de paralyser la chaîne de commandement militaire. La logique sous-jacente est celle du choc décapitant: frapper la tête et le cœur opérationnel pour provoquer une désorganisation rapide. Cette donnée donne du poids à l'argument des autorités burkinabées selon lequel il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'un scénario planifié à l'échelle nationale. Enfin, un troisième indicateur complète le tableau: 100 millions de francs CFA identifiés dans des transferts financiers liés au réseau du complot. Ici, le chiffre n'impressionne pas par son volume absolu, mais par sa traçabilité. Les enquêteurs affirment que les flux passent par des sociétés écrans et des intermédiaires mobiles, avec des dates qui concordent avec les aveux recueillis après les arrestations. Cette convergence entre données financières et témoignages humains constitue le cœur du dossier de contre-espionnage. Elle permet de passer d'une accusation politique à une argumentation fondée sur des éléments vérifiables. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une progression claire. Avant, l'État burkinabé parlait d'instabilité et de menaces diffuses. Après, il expose une mécanique: des cibles identifiées, des moyens financiers précis et une répétition qui indique la durée. Cette transition du qualitatif vers le quantifié change la posture diplomatique possible. Elle autorise une stratégie d'exposition graduée, où chaque donnée peut être rendue publique sans recours à l'escalade verbale. Cependant, ces preuves ont une double face. À l'intérieur, elles renforcent la cohésion autour de la ligne de retenue stratégique. À l'extérieur, elles accroissent aussi la pression, car plus le dossier est solide, plus l'absence de réponse des partenaires régionaux devient visible. Le chiffre, ici, n'est pas neutre. Il oblige. Il transforme le silence en position politique explicite. C'est dans cet équilibre délicat que se situe la manœuvre actuelle. Les preuves existent, elles sont comptées, expliquées, alignées. Reste à savoir comment et quand les activer sans franchir le seuil qui transformerait une démonstration de souveraineté en déclencheur d'ingérence. Deux thèses s'affrontent désormais ouvertement dans le débat burkinabé et, plus largement, sahélien, et chacune s'appuie sur une logique cohérente, ce qui rend le choix stratégique d'autant plus délicat. Une première thèse plaide pour l'action rapide. Ses partisans estiment que l'accumulation de preuves, l'ampleur des complots déjoués et la répétition des tentatives d'assassinat constituent une ligne rouge déjà franchie. Selon eux, chaque jour de silence affaiblit la crédibilité de l'État et prolonge une humiliation perçue comme insupportable. Ils rappellent des précédents sécuritaires récents.
Lorsque les autorités ont attendu, les réseaux hostiles ont gagné du terrain. Lorsque la riposte a été immédiate, l'initiative a changé de camp. Dans cette lecture, l'extradition forcée de Damiba n'est pas une escalade, mais une mesure de légitime défense rendue nécessaire par l'inaction togolaise. Une seconde thèse défend une stratégie de retenue calculée. Elle part d'un constat différent. Le rapport de force ne se limite pas aux frontières nationales. Toute action militaire, même ciblée, pourrait être requalifiée comme une agression régionale, ouvrant la voie à l'activation d'accords de défense extérieure. Les tenants de cette ligne soulignent que l'objectif réel des réseaux adverses pourrait précisément être de provoquer une faute afin de justifier un retour de forces étrangères sous couvert de stabilisation. Dans ce cadre, la patience n'est pas une faiblesse, mais une arme. Elle permet d'exposer progressivement les faits, de déplacer la pression vers ceux qui se taisent et de préserver l'initiative narrative. La réponse stratégique actuelle tente de combiner ces deux logiques sans en épouser entièrement aucune. Ibrahim Traoré semble reconnaître la légitimité de la colère exprimée par l'armée et la jeunesse, tout en intégrant le risque systémique d'une réaction précipitée. Les preuves chiffrées sont donc utilisées comme levier, non comme prétexte immédiat à l'action. Elles servent à maintenir la tension, à renforcer les alliances sahéliennes et à rendre chaque silence extérieur plus coûteux politiquement. Cette position intermédiaire n'offre pas de satisfaction immédiate. Elle exige du temps, de la discipline et une maîtrise fine des signaux envoyés, mais elle repose sur un pari clair. Dans un environnement saturé d'interventions passées, la véritable victoire pourrait être de résister à l'urgence imposée par l'adversaire et de transformer l'attente en démonstration de souveraineté maîtrisée. Ce qui change la lecture de la crise n'est ni un communiqué ni une arrestation spectaculaire, mais une information passée, presque inaperçue. Un rapport interne, brièvement évoqué puis retiré de la circulation médiatique, indique que des contacts discrets auraient eu lieu entre des responsables togolais et un émissaire étranger avant même la formalisation du silence officiel. Ce détail, s'il est exact, déplace le centre de gravité du dossier. L'attente ne serait plus seulement une prudence diplomatique, mais une coordination tacite. À partir de là, la stratégie de Ouagadougou se recompose. Au lieu de forcer une réponse immédiate, les autorités choisissent l'exposition graduée. Montrer sans accuser frontalement. Nommer sans déclencher. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un dirigeant acculé que comme l'arbitre d'un tempo volontairement ralenti. Chaque jour sans réaction devient une pièce supplémentaire versée au dossier, non un échec. Cette révélation intermédiaire éclaire aussi le changement de ton observé à partir de ce moment. La retenue initiale laisse place à une parole plus directe mais toujours mesurée. Les éléments sont documentés, alignés, prêts à être mobilisés. Le piège, s'il existe, n'est plus seulement redouté. Il est désormais décrit, circonscrit, rendu visible. Ce point médian marque donc un basculement silencieux. La crise ne se subit plus. Elle est utilisée comme révélateur. Et dans cette zone grise entre preuve et patience, la stratégie cesse d'être défensive pour devenir démonstrative. Les effets de la crise se déploient désormais de manière différenciée, touchant 4 cercles distincts dont les réactions s'entrecroisent et s'influencent. Pour l'État burkinabé, la conséquence immédiate est un resserrement interne. Les dispositifs de sécurité sont renforcés, les protocoles de renseignement révisés et une commission spéciale commence à recenser méthodiquement les interférences étrangères documentées sur plusieurs années. Cette démarche n'est pas spectaculaire, mais elle vise un objectif précis: bâtir une mémoire institutionnelle opposable. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'agit pas seulement pour répondre à une crise ponctuelle,
mais pour transformer une vulnérabilité répétée en doctrine de gouvernance sécuritaire. Du côté des entreprises, l'impact est plus ambivalent. Certaines sociétés étrangères, notamment dans le secteur minier, suspendent temporairement leurs opérations par crainte d'un durcissement diplomatique ou de perturbations logistiques. Cette prudence pèse sur l'activité locale à court terme. Parallèlement, des acteurs économiques régionaux venus du Mali ou du Niger manifestent leur intérêt pour reprendre certaines concessions. La tension agit ainsi comme un filtre. Elle écarte les capitaux les plus frileux et attire ceux prêts à s'inscrire dans une logique régionale plus autonome. Pour les citoyens, les conséquences sont avant tout psychologiques et symboliques. La peur d'un embrasement n'a pas disparu, mais elle cohabite avec un sentiment de dignité retrouvée. Des veillées de soutien, des messages diffusés à la radio et sur les réseaux, et l'image d'Ibrahim Traoré visitant une base isolée sous la pluie nourrissent un récit de résistance calme. Ce n'est pas l'enthousiasme d'une victoire, mais la reconnaissance d'une endurance collective face à la pression. À l'échelle de la région, enfin, la crise agit comme un révélateur stratégique. Le Mali et le Niger affichent leur appui, tandis que d'autres États côtiers observent avec prudence, conscients qu'un durcissement durable entre le Sahel et ses voisins pourrait déséquilibrer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Certains analystes y voient un risque de fracture économique. D'autres, l'ébauche d'une nouvelle architecture régionale fondée sur des alliances plus resserrées et moins dépendantes. Ces quatre niveaux montrent une même réalité. La crise dépasse largement le sort d'un homme ou d'un dossier judiciaire. Elle redistribue les comportements, redéfinit les priorités et force chaque acteur à se positionner. La question n'est plus de savoir si les conséquences existent, mais lesquelles pèseront le plus lourd lorsque l'attente prendra fin. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires se dessinent, chacune reposant sur la même matière factuelle, mais conduisant à des issues très différentes selon la manière dont le temps est utilisé. Une première trajectoire correspond à une tension contenue. Les échanges diplomatiques se prolongent sans avancée décisive. Le Togo maintient une posture de neutralité prudente, invoquant des procédures juridiques lentes. La France conserve un rôle d'observateur vigilant, rappelant ses accords sans les activer. Le Burkina Faso, de son côté, consolide ses alliances sahéliennes et renforce ses dispositifs internes. Le dossier d'extradition s'enlise, mais la stabilité intérieure est préservée. Cette configuration ressemble à une guerre froide régionale. Chaque mot pèse plus qu'un geste et la victoire se mesure à l'absence d'escalade plutôt qu'à un résultat visible. Une deuxième trajectoire, plus favorable, serait celle d'une coopération obtenue sous pression. Sous l'effet conjugué de l'opinion publique régionale, de la documentation progressive des faits et de la coordination au sein de l'Alliance du Sahel, Lomé finit par coopérer. L'extradition est acceptée, encadrée juridiquement, et le procès devient un acte symbolique fort. La crise se referme sans affrontement, mais laisse une trace durable. La démonstration qu'une stratégie de patience documentée peut produire des résultats. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré renforcerait sa légitimité comme dirigeant capable de transformer une colère diffuse en institutionnalisation de la souveraineté. Une troisième trajectoire, plus sombre, serait déclenchée par un incident. Un événement mineur suffit à rompre l'équilibre. Une patrouille mal interprétée, un tir isolé ou une information déformée enclenche une chaîne de réaction. Les accords de défense sont activés, la crise change de nature et devient confrontation ouverte. Les coups seraient immédiats, diplomatiques, économiques, symboliques. Le piège redouté se matérialise et le Sahel paie le prix d'une escalade née d'un détail. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est clair.
L'issue dépend moins de la force disponible que de la gestion du tempo. Dans cette crise, décider trop vite ou trop tard peut produire le même effet. La seule recommandation stratégique qui traverse les trois options est donc mentale. Penser en séquence, pas en coup d'éclat. Au Sahel, la durée est devenue un acteur à part entière. À ce stade, la crise cesse d'être un dossier lointain pour devenir une expérience indirecte qui touche différents profils de spectateurs selon leur position et leurs attentes. Pour un public attentif à la sécurité, l'affaire modifie la perception du risque. Elle montre que les menaces ne surgissent pas toujours sous forme d'attaques visibles, mais s'installent dans la durée par réseau, financement et silence calculé. La leçon principale est inconfortable. La stabilité ne se lie plus seulement dans l'absence de combat, mais dans la capacité d'un État à absorber la pression sans se fissurer. Cette lecture demande de la patience, souvent à rebours des réflexes émotionnels. Pour un public concerné par l'économie et le quotidien, l'impact est plus subtil. La suspension de certaines activités, les hésitations des investisseurs et les discours prudents annoncent des effets différés. Rien ne s'effondre immédiatement, mais tout ralentit. Cela rappelle que les crises géopolitiques agissent d'abord comme des freins invisibles avant de devenir des chocs ouverts. Comprendre ce mécanisme permet de relativiser l'absence de résultats spectaculaires à court terme. Pour un public sensible aux questions de souveraineté et de dignité, enfin, la situation agit comme un miroir. Elle pose une question simple et dérangeante. Jusqu'où accepter l'attente pour éviter une dépendance renouvelée? La posture adoptée par les autorités et incarnée par Ibrahim Traoré invite à envisager une autre forme de leadership, moins fondée sur l'urgence que sur la maîtrise des séquences. Cette approche ne promet pas le confort, mais une cohérence dans le temps. Ces trois regards convergent vers une même conclusion. La crise n'impose pas seulement des choix aux décideurs, elle exige aussi des spectateurs une lecture plus lente, plus exigeante. Observer sans céder à la précipitation devient déjà une forme de participation. Dans ce contexte, comprendre est un acte et la patience une prise de position silencieuse. Face à une crise prolongée, une ligne d'action cohérente se dessine, non comme un plan spectaculaire, mais comme une succession d'étapes mesurées, chacune conçue pour réduire le risque sans céder l'initiative. D'abord, la dimension diplomatique consiste à multiplier les canaux formels et informels afin de contraindre une réponse claire, sans ultimatum public. Chaque note verbale, chaque échange consigné devient une pièce supplémentaire versée au dossier. Cette accumulation écrite transforme l'attente en preuve et prépare le terrain à une clarification future, quel que soit son sens. Ensuite, une transparence contrôlée consiste à publier progressivement certains éléments factuels, financiers ou chronologiques, sans mise en scène ni surenchère, afin de déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la vérification. Cette méthode vise à rendre le silence des partenaires de plus en plus coûteux politiquement, tout en évitant l'escalade verbale. Dans cette logique, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'un tempo maîtrisé plutôt que comme l'animateur d'un rapport de force frontale. Dans le même temps, un travail sécuritaire interne repose sur le renforcement des protocoles, la protection ciblée des personnels menacés et l'amélioration des circuits de renseignement. L'objectif n'est pas la démonstration de force, mais la réduction des vulnérabilités qui ont rendu les complots possibles. Cette consolidation silencieuse crée un socle de crédibilité durable. À cela s'ajoute une coordination régionale qui, en s'appuyant sur l'Alliance du Sahel, vise à parler d'une seule voix, réduisant les marges de manœuvre des acteurs extérieurs. L'unité narrative devient ici un outil stratégique à part entière. Enfin, une dimension civique
consiste à encourager une vigilance informée sans excitation ni rumeur, afin de maintenir le soutien populaire sans basculer dans la polarisation. Cette feuille de route n'accélère rien artificiellement, mais elle transforme chaque jour gagné en avantage stratégique. L'image revient presque intacte. Un officier, des dossiers sous le bras, des rapports lus à voix basse, et cette sensation persistante que le pays avance sans bruit mais sans recul. Ce motif, apparu plus tôt, prend ici tout son sens. La crise n'a pas produit de scène spectaculaire ni de victoire immédiate, mais elle a laissé une trace plus discrète, celle d'une endurance organisée. Dans les rues, sur les murs, dans les conversations ordinaires, le visage d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à l'urgence ou à la rupture. Il incarne désormais une attente tenue, une promesse de ne pas céder à la provocation même lorsque la pression s'accumule. Cette posture ne supprime ni la fatigue ni le doute, mais elle leur donne une direction. La force, ici, n'est pas dans le geste, mais dans la continuité. Elle réside dans la capacité à rester debout quand l'adversaire espère la faute, quand le silence est interprété comme faiblesse. Ce n'est pas un triomphe, c'est une tenue. La crise que traverse le Sahel ne se referme pas avec une décision finale, ni avec une image de victoire claire. Elle laisse plutôt une interrogation durable, presque inconfortable, sur la manière dont une génération de dirigeants et de citoyens redéfinit la notion de dignité politique. Ce qui s'est joué autour de l'affaire Damiba, du silence togolais et des mises en garde extérieures dépasse un simple bras de fer diplomatique. Cela touche à la façon dont un pays accepte de ralentir pour ne pas retomber dans des schémas déjà connus. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une réponse que comme un symbole en construction. Il cristallise des attentes, des craintes et une forme de projection collective sans offrir de solution simple ou immédiate. Le choix de la patience, s'il est maintenu, demandera du temps, de la cohérence et une lecture plus exigeante de l'actualité, loin des réflexes de réaction instantanée. Reste alors une question, ouverte et volontairement sans réponse définitive. Dans un monde où la rapidité est souvent confondue avec la force, combien de silences maîtrisés une société est-elle prête à défendre pour préserver sa souveraineté sans se perdre elle-même?